Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023. Le Bitcoin, 20 800 $. Aujourd'hui, on se concentre sur le Bitcoin parce que nous sommes lundi. Les altcoins performent, mais on va le voir ensemble sur l'altcoin dominance, ça chute. Et franchement, on a eu une confirmation assez intéressante sur la clôture de la fin de la semaine précédente. Et on va pouvoir en tirer des conclusions très intéressantes également sur le prix du Bitcoin et ce qui s'est passé en 2018. Vous savez, j'adore faire ce genre de travail. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose de vraiment hyper intéressant. Donc on va se concentrer là-dessus dans la première partie de l'émission. Ensuite, on va zoomer sur les poches de liquidité, on va voir le site Decentrader, voir où est-ce qu'elles s'accumulent. Les choses ont changé, on n'est plus dans le même contexte que lorsqu'on était sur les 17 000 $, et on va voir pourquoi. Ensuite, on ira voir le graphique du Bitcoin sur du plus court terme, donc on va aller vraiment faire de l'analyse graphique sur du daily, sur du 4 heures, voir si aujourd'hui un trade pourrait être lancé, si oui, dans quel sens, bien sûr, puisque c'est ce que l'on fait chaque lundi, on essaye ensemble d'initier des trades. Voilà, donc je vous embête pas plus, je vous passe l'introduction, je vous dis à tout de suite, on débute. Alors, la chose très intéressante dont je voulais vous parler, c'est une comparaison avec l'altcoin dominance du précédent bear market, l'altcoin dominance du bear market actuel, donc avec les rectangles rouges que vous avez à l'écran, qui représentent les marchés baissiers du Bitcoin et donc de la cryptosphère de façon générale, de tout ce secteur qui suit finalement le leader qui est donc le Bitcoin. Et également le graphique du Bitcoin. On va regarder ces deux choses-là. Et la première chose intéressante à voir, c'est que sur la clôture hebdomadaire, là, regardez, je me mets sur l'altcoin dominance depuis le mois de mai 2021, nous avons franchi cette ligne à la baisse. Un peu comme c'était le cas ici en mai 2022. Sauf que là, le contexte était différent. C'était finalement la cassure due à l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. Et finalement, on avait réintégré ce canal assez rapidement. On va dire quelques semaines après, on a réintégré le canal dans lequel nous étions. C'est comme si nous avions vécu une fausse cassure. Là maintenant, la cassure pourrait être plus, on va dire, plus durable, dans le sens où l'événement qui crée cette cassure n'est pas l'effondrement de l'écosystème Terra Luna, mais le regain d'intérêt sur notre cher crypto, le Bitcoin. Voilà, le regain d'intérêt sur le Bitcoin fait que les investisseurs, les gros investisseurs délaissent un petit peu les altcoins en ce moment, puisque nous sommes dans un contexte d'incertitude. Et le regain d'intérêt dans le secteur de la crypto-monnaie qui se fait en ce moment début 2023 se concentre principalement sur le Bitcoin, ce qui fait que nous avons une altcoin dominance qui chute. Et ce contexte et ce phénomène que l'on voit ici est tout simplement le même que celui que nous avions en 2018, ici, le 29 avril, lorsque nous avions cassé cette trendline. Et regardez, c'est assez propre. Même si la volatilité n'était pas la même, le contexte était différent, on avait cette trendline qui se dessinait, avec, regardez ici, dans la zone de boule, la zone verte, ici, vous avez à peu près 30 bars. Si je prends pareil la hausse et la zone verte, on a 33 bars. Donc le contexte était exactement similaire avec le début du bear market et puis ensuite s'est enchaîné 72 bars, donc 72 semaines. Le début du bear market, regardez, on va regarder. J'ai même pas fait ça à l'avant, je suis en train de voir si ça correspond. Pas vraiment, 60 bars, donc là on a 12 bars de différence. Mais en termes de temporalité et de cycle, on est vraiment sur quelque chose d'assez propre à l'écran. Et derrière, on casse ceci, donc le 20, je le répète, le 29 avril 2019. Et si on regarde le prix du Bitcoin, où est-ce que nous étions sur le Bitcoin le 29 avril 2019 ? Eh bien, je vais me positionner ici, c'était cette bougie verte. Lorsque le Bitcoin a fait cette bougie verte, l'altcoin dominance a percé le canal par le bas. Là, maintenant, nous avons cette bougie verte et le canal de l'altcoin dominance qui est percé par le bas. Et ce que j'aime bien avec cette bougie verte de la semaine précédente sur le Bitcoin, c'est qu'on réintègre le niveau des 20 000. Donc je vais supprimer ce canal qui désormais a été cassé. Donc ce canal, on peut l'oublier finalement. Et maintenant, on va simplement se mettre cette ligne-ci, voilà, qui représente ses points bas grosso modo, et cette ligne-là qui représente ses points hauts. Ce range sur lequel nous étions ici entre le mois de juin et le mois de novembre 2022, eh bien nous l'avons réintégré. Et ça c'est marrant parce que si on regarde également ce qui s'était passé en 2019, eh bien cette bougie là, donc on voit qu'il y a une semaine de décalage, mais grosso modo c'était la même chose, nous avions ce range qui était établi par là, que nous avions réintégré, donc en même temps que l'altcoin dominance cassé par le bas, vous voyez. Donc on a une sorte de similitude assez intéressante sur le contexte, les fluctuations n'étaient pas du tout les mêmes, mais le contexte est à peu près similaire. Par la suite, le Bitcoin est allé chercher son sommet sur les 14 000 $. Donc 106% de performance par rapport à cet ancien canal. Donc si on reprend cet ancien canal qui est là,
et qu'on spécule sur quelque chose de similaire, attention, tout est à prendre avec des pincettes ici, hein. Je suis en train de faire une analyse comparative et en aucun cas ça veut dire qu'effectivement ce scénario se produira forcément, mais c'est intéressant de constater que 106% ça nous ramènerait ici sur les 42 000. Et les 42 000 c'est quoi? Allez, on va refaire ce travail de chute ici, on a perdu 78% sur le Bitcoin. 42 000 c'est quoi? C'est les 0,5 tout simplement. Et au-dessus on a la zone de rechargement qui est un peu plus importante, ici entre les 48 et les 57 000. Donc vraiment, en fait, les 100%, ça représenterait cette ligne qu'on peut du coup se mettre comme ceci, en rouge, parce que c'est une ligne qui, d'après cette analyse comparative, est une forte zone de résistance. Et donc une zone, a priori, il peut être intéressant de revendre un petit peu, de revendre par palier, de vraiment commencer à prendre un peu des profits, surtout si on a investi pendant cette phase de marché, bien sûr. Alors, moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire que le Bitcoin va forcément aller chercher cette ligne, mais je suis là pour vous dire que cette zone est une zone de résistance pour le Bitcoin et pour le court terme, c'est-à-dire 2023, dans 3, 4, 5, 6 mois, peut-être avant l'été 2023, c'est une zone vraiment à surveiller. Si jamais ce rallye qui semble débuter était amené à se poursuivre. Bien sûr, c'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais on a juste un élément très intéressant, c'est la divergence. Je vous ai mis la ligne ici qui montre que le cours descend, le RSI qui monte, et surtout la confirmation qui a été faite et qui a été validée la semaine dernière avec cette confirmation, hein, donc cette bougie verte que l'on a en hebdomadaire ici, avec un Bitcoin qui est passé donc de 16 800 plus exactement, à 21 000 en une semaine. Donc 25% de performance pour le Bitcoin. On est toujours, regardez, on pourrait, attends, je peux mettre cette ligne là, hein. On est toujours dans un contexte long terme quand même, pas forcément encore hyper bullish, mais qui nous montre un signe de reprise très intéressant sur cette divergence. On a le Crypto Fear and Greed qui revient sur les 45. On voit qu'on est toujours en dessous de la zone médiane. Donc on est toujours plus dans la peur que dans l'euphorie. Vous voyez ? On est un petit peu en dessous de la zone neutre. Ce qui veut dire que malgré le fait qu'on ait un Bitcoin qui prenne 20%, eh bien tout le monde ne devient pas euphorique. Je peux vous assurer que quand nous étions, donc je vais prendre ce sommet-là et 20% inférieur à peu près ici, quand nous étions sur les 43 000, 44 000 dollars et qu'en une semaine, 2 semaines, on passait par exemple sur les 55, 58, 60 000 dollars, là c'était pas ce genre de Crypto Fear and Greed que nous avions. On pourrait d'ailleurs retrouver l'historique, mais on passait pas de 20 à 40, on passait plutôt de 30 à 70. Vous voyez, on avait vraiment cette euphorie qui était très prononcée. Les gens étaient vite bullish très, très rapidement parce qu'on avait un historique qui nous montrait un Bitcoin qui avait déjà énormément performé. Alors que là, on était dans un contexte bearish qui durait 1 an, etc. On a 20%, 25% de performance sur le Bitcoin, mais pas d'euphorie à l'horizon. Ça veut dire qu'effectivement, si demain le Bitcoin revient à 18 000, tout le monde retourne dans le doute, directement et instantanément, vous voyez. Donc c'est ça, effectivement, qui fait que peut-être ce début d'année 2023 pourrait nous ramener sur ce niveau des 42 000 dollars. Malgré tout, vous voyez un petit peu mon enthousiasme quand je parle et quand je discute avec vous. Et il faut aussi prendre en compte le fait que je suis un éternel holder de crypto, avec une certaine partie de mon portefeuille en tout cas. Je suis un éternel optimiste de la blockchain et que peut-être ça biaise mon opinion aussi. Vous avez compris que moi, j'ai plus cette tendance et ce contexte bullish en tête. Mais vraiment, les similitudes avec le marché précédent sont quand même intéressants à noter. Et que là, voilà, on a 62 bars avant le prochain halving. Et que le contexte donc de cassure ici, si je prends 62 bars, c'était vraiment cette zone de prix là. Donc en termes de temporalité, on a 10 semaines de différence, vous voyez, par rapport à la cassure de l'alcool dominance, le fait que le Bitcoin évidemment commence à percer des niveaux, etc. Donc on voit qu'en fait, même si je vous montre une comparaison intéressante, eh bien ça ne colle pas parfaitement. Et d'ailleurs c'est normal puisque chaque marché, chaque phase baissière, chaque phase haussière a ses propres caractéristiques et a ses propres différences. En termes de temporalité, on voit que ça colle pas mal sur des cycles de 4 ans, mais chaque cycle a ses propres différences. Et d'ailleurs, on a fait une émission sur cette chaîne il y a un mois à peu près, où j'avais comparé ce bear market avec le bear market, pas de 2018, mais celui de 2013, le graphique, et franchement, c'est étonnant à quel point il est similaire. J'étais même moi choqué en fait en même temps que je tournais l'émission à quel point j'avais ces similitudes entre ces deux marchés baissiers. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en fait le scénario actuel nous dessine quelque chose d'à peu près similaire à 2013, eh ben vous voyez qu'on a fluctué quand même pas mal, mais on restait sur des niveaux bas avant d'avoir une vraie performance. Ça nous a dessiné une sorte d'arrondi comme ça, vous voyez, sur ce bear market.
Alors que là, c'était pas du tout le cas en 2018. L'arrondi, on l'avait pas. On a eu ça, un retour, un vrai W très long terme mensuel qui s'est dessiné. Donc, dans le contexte où on est comme en 2013, eh bien, peut-être que le retour sur les 25-28 000, ce sera le maximum. Et dans un contexte où on ferait quelque chose de similaire à 2018, eh bien, on pourrait pourquoi pas revenir sur les 40 000. Ou alors, est-ce que 2023 aura sa propre configuration, c'est-à-dire une configuration, par exemple, je dis n'importe quoi, où le Bitcoin fait un ATH avant le halving, truc complètement bizarre et illogique, mais voilà, peut-être que ça sera cette configuration-là pour 2023. Est-ce qu'en fait on va revenir au 28 pour aller chercher les 14 ? Là, à ce moment-là, on aurait encore quelque chose de bien différent aux deux précédents. Bear market, voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que tout est possible. Mais en tout cas, cette année 2023 commence plutôt bien et on est très content de ça. On va maintenant regarder un autre élément, c'est la carte des liquidités, la map des liquidités plutôt. Et on voit que le contexte a changé, puisque en fait, beaucoup de liquidités se sont ajoutées sur cette zone de prix, les 25 000 avant, avec cette grosse mèche sur les 25 200. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de personnes sont passées en short sur les niveaux actuels, avec des stops aux alentours des 25 000 $. Ça veut dire que grosso modo, si jamais on veut venir liquider ces personnes-là, il faut briser cette ligne-là. En gros, en fait, c'est simple. Vous pouvez imaginer cette ligne de résistance qui représente ce sommet ici d'août 2022. Ben, les personnes ont tous mis leur stop-loss un petit peu au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de me mettre correctement. Tac. Vous voyez qu'on est vraiment sur les 25 132. Et vous voyez que la liquidité la plus importante qui vient de s'accumuler avec ces shorts qui viennent de s'ouvrir sur la zone actuelle, eh bien nous montre les 25 200. Vous voyez, donc un petit peu au-dessus des 25 132 qui sont en fait le sommet. Donc franchement, quand on voit ça, on peut se dire qu'il y a quand même une sorte d'aimant qui pourrait ramener le cours vraiment sur ces 25 200 $ pour venir liquider ces personnes-là. Et la recherche de liquidité est très intéressante pour les très gros portefeuilles. J'ai fait une émission consacrée à ce sujet-là, je vous la mets ici en haut à droite. N'hésitez pas à aller la voir si vraiment vous ne comprenez pas ce phénomène de poche de liquidité, et si vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on peut être amené à être attiré dans un sens ou dans l'autre par ces liquidités. Enfin, le cours, pourquoi est-ce qu'il pourrait être amené à être attiré par ces liquidités ? À savoir que sur la partie basse, il y en a aussi des liquidités, notamment ici, aux alentours des 14 000, et on a notre niveau des 13 008 qui se trouve par ici, qui viendrait englober cette poche de liquidité également qui se trouve au sud cette fois-ci. Donc voilà, ici on a vraiment les choses qui sont bien dessinées maintenant à l'écran, avec la zone au nord donc des 28 000 pour aller chercher l'ensemble des liquidités, la zone au sud des 13 800 pour aller chercher également l'ensemble des liquidités. Qu'est-ce que le marché choisira ? C'est la grande question qu'on se pose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Petit aparté au milieu de l'émission, demain je vais parler uniquement des altcoins et on voit que FTT a pris 190%. Voilà, j'ai envie de me renseigner sur le pourquoi du comment. Est-ce que la crypto-monnaie de la plateforme FTX est en train de performer ? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Ou est-ce que c'est juste qu'elle a un petit peu trop chuté, que les gens ont un petit peu trop spéculé sur sa baisse et pour que du coup simplement elle reprend un niveau d'équilibre pertinent aujourd'hui sur les 2 $ je crois 76. Bon, bref, on en parlera demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Demain, on va vraiment se concentrer sur les altcoins et on parlera du CRO qui prend 27%. Donc on a vu que l'altcoin dominance chutait, mais il y a quand même pas mal d'altcoins qui ont peut-être déjà touché leur point bas à leur bottom. Je pense notamment à Solana, peut-être justement le CRO. Celles qui ont le plus chuté en 2022, peut-être qu'en fait, elles ont déjà touché leur bottom. Celles qui ont le moins chuté, on a l'Ether qui a pas tant chuté que ça finalement, qui s'est plutôt bien comporté. On a le Binance Coin également, regardez, qui performe beaucoup moins que les autres du coup maintenant. En conséquence, c'est comme ça que ça se passe, généralement c'est des cycles, certaines performent, des fois d'autres, etc. Et les tendances s'inversent, vous voyez. On a FTX qui s'effondre, le token qui passe de 25 $ à 1 $, je crois, ou peut-être même qu'il allait chercher en dessous des 1 $. Et aujourd'hui, regardez qui est le top performance de la semaine. Donc tous ces cycles s'opèrent de façon constante dans le marché des cryptos. Et c'est vraiment ce que j'aime bien faire sur cette chaîne, c'est-à-dire parler de ça, mais sans parler de news. Je déteste en fait quand on a une crypto qui monte et du coup plein de news qui tombent positives en disant voilà il se passe ci, il se passe ça sur ce protocole, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a des médias derrière en fait, ou peut-être, je parle même d'autres chaînes YouTube qui peuvent faire ça au quotidien parce qu'ils reportent ce genre de choses de certains médias, qui vont essayer de trouver le plus d'éléments positifs sur une crypto parce qu'elle vient de performer. Et du coup, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi elle a performé à travers ce qui se passe sur le protocole. Et du coup, on va essayer de publier des articles. Et donc, du coup, les articles vont être publiés. Les gens vont s'intéresser à ça parce que cette crypto-monnaie a performé. Ils veulent savoir pourquoi ça a performé.
ce qui entraîne effectivement une continuation d'achat et de pression acheteuse. Et derrière, en fait, c'est le pire moment pour acheter parce que c'est le moment où tout le monde est en train d'acheter. Puis justement, les gros, ils se servent de cette liquidité pour revendre et c'est le moment où ça chute. Donc il faut bien comprendre que quand ça chute, tout le monde essaye de trouver pourquoi ça chute. Et quand ça monte, tout le monde essaye de comprendre pourquoi ça monte. Alors qu'en fait, il faut essayer de mettre son cerveau à l'envers. C'est-à-dire, quand ça chute, il faut essayer de se demander pourquoi est-ce que ça pourrait monter à l'avenir et pourquoi est-ce que cette chute est exagérée, on va dire. Et quand ça monte, il faut essayer de se poser la question de pourquoi est-ce que cette hausse est exagérée. Est-ce qu'une news qui va dire par exemple, tel événement sur tel crypto mérite autant d'attention? Est-ce que ça mérite autant de prise de valeur sur une crypto? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre pour essayer de faire l'inverse finalement, pour essayer d'agir à l'inverse de la masse. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, je retourne sur mon cher Bitcoin puisque c'est le sujet de l'émission du jour. Donc, on va zoomer sur cette partie du graphique pour commencer en daily. Donc, je me mets comme ceci, voilà. On observe qu'on a eu sur le Bitcoin, donc il faudrait les compter, mais à peu près 8-9 jours de hausse consécutive. Maintenant, on est en train de stagner depuis 2 jours et on voit qu'en fait, on est venu s'appuyer sur vraiment de façon précise sur ce niveau-là qui représente ce sommet-ci, vous voyez cet ancien sommet de novembre 2022, également ce sommet de juin 2022. Donc là, on vient sur un niveau de résistance assez important, un point de confluence même on pourrait dire avec cette ligne plus long terme que j'avais tracée, bon, je la supprime désormais, et on s'intègre dans ce range qui finalement dans le contexte daily que nous avons à l'écran actuellement pourrait être étendu jusque-là. Et en fait, cette ligne-là, vous le voyez, c'est drôle, c'est la ligne médiane de ce range. D'ailleurs, on va essayer de voir si c'est vraiment sur les 0,5 ou pas. Bon, à quelque chose près, on est vraiment sur la ligne médiane qui en fait se trouve un petit peu plus haute, sur les 21 770 $. Voilà. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec la partie de trading, c'est ce qu'on fait en fin d'émission. D'habitude, je le fais en 4 heures. Mais aujourd'hui, on va le faire en daily parce qu'en 4 heures, vous voyez, il faut revenir loin pour voir l'historique des zones de prix actuelles. Donc la seule chose qu'on peut voir en 4 heures, c'est qu'on a ce niveau qui est pertinent. Mais bon, voilà, on le voit aussi en daily. Donc pourquoi s'embêter à aller sur le 4 heures? Du coup, on va rester sur le daily ici. Donc, je vais essayer de refaire les étapes dans l'ordre. Je trade sur Bybit. J'ai mis 100 $ pour m'amuser avec vous et pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'initier au trading de façon très sécurisée sans prendre de risques. Voilà, par exemple, admettons, vous avez un portefeuille crypto de 10 000 €, vous allez consacrer 1 000 € au trading juste pour vous amuser. Vous savez que vous pouvez les perdre, on est sur quelque chose de assez risqué, c'est pas de l'investissement à long terme comme ce qu'on peut le faire habituellement. C'est plus pour s'amuser dans ce contexte où on s'ennuie. Enfin, on s'est pas trop ennuyé la semaine dernière, mais c'est un contexte quand même assez ennuyant de façon générale. Et puis même, de toute façon, même si le contexte n'est pas ennuyant et qu'il y a beaucoup de mouvements, vous pouvez profiter avec une petite somme d'argent de ces mouvements, ou du moins essayer de profiter de ces mouvements avec votre portefeuille de trading. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que déjà la première chose, il faut aller sur le bon graphique. Moi, je trade sur Bybit, donc je fais BTC USDT, et je regarde la plateforme Bybit. Ça, j'en avais pas parlé les semaines d'avant, et c'est très important de le faire. Voilà, nous y sommes, il faut taper du coup btcusdt.p ou btcusdtp, il va vous trouver Bybit. Si vous tradez sur Bybit, sinon il faut prendre le graphique qui correspond à la plateforme sur laquelle vous faites du trading sur contrat dérivé. Sur Binance, c'est plus possible de le faire, donc c'est pour ça que moi j'utilise Bybit. Vous avez dans la description de cette vidéo le lien d'accès à la plateforme Bybit, mon lien affilié donc, qui vous procurera des avantages et qui m'en procure également. Voilà, c'est du donnant-donnant. N'hésitez pas à utiliser celui d'un ami si vous connaissez quelqu'un qui utilise Bybit, ça sera mieux d'avoir tous les deux vos avantages plutôt que de les donner à un youtubeur inconnu. En tout cas, je dois être complètement honnête, c'est ce que je ferais si j'étais à votre place. Je préférerais donner les avantages à mon frère, par exemple, plutôt qu'à un youtubeur inconnu, je le répète. Allez, on regarde le graphique ici du Bitcoin, donc sur Bybit. On avait déjà fait 3 trades, un gagnant, 2 perdants, sachant que le gagnant avait un risque-reward de 3 pour 1, et donc il compense largement les 2 autres, puisqu'en fait le total reste du bénéfice sur ces 3 trades. Si vous comprenez pas, vous comprendrez au fur et à mesure des émissions, bien sûr, n'hésitez pas à suivre ceci au quotidien, et vous verrez qu'en fait tout deviendra clair avec le temps. Donc là, nous nous trouvons sur les 20 800, c'est vraiment la ligne médiane de cet espace-là que vous avez à l'écran. Donc en fait, vous avez 2 choix. En fait, moi quand je vois ça, ce que j'ai surtout pas envie de faire, vous l'avez compris, c'est d'ouvrir un trade à la baisse maintenant
pour mettre du coup mon stop loss en dessus des 25 000. Donc là sur Bybit c'est plutôt les 25 250. Mais voilà, ça voudrait dire si vous faites ça, que vous entrez dans le jeu de ce que tout le monde a déjà fait, c'est-à-dire ouvrir des shorts avec des stops ici, ici aux 25 200 $. Je pense que ça serait une bêtise, parce qu'en fait, en plus, quand vous faites ça, vous pouvez observer directement, donc je retourne sur mon graphique, que votre risque-reward n'est pas bon. C'est-à-dire que je vais me mettre comme ça en short. Admettons, j'ouvre mon short maintenant, je mets mon stop ici. Où est-ce que je mets mon take profit du coup ? En fait, on peut faire un trade très long terme dans ce cas-là, mais peut-être mettre son take profit, à ce moment-là, il faudrait miser sur les 13 800, peut-être. Là, vous allez avoir un risque-reward de 1,37, et même ça, en fait, ça sera un peu nul, quoi. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir des risques-reward égal à 2. Donc mettre son trade comme ça, pour moi, c'est un petit peu faire comme la masse, et a priori faire des bêtises. Donc ce qui est faisable, moi, dans l'état actuel des choses, c'est peut-être ouvrir un trade maintenant, avec un stop loss très court, donc le trade a quand même de fortes chances d'être perdu, qui se situerait donc le stop loss au-dessus. Donc vous avez ce niveau-là qui vient chercher ce sommet-ci et ce sommet-là, et vous avez donc le niveau un petit peu plus haut qui se trouve par ici, qui est quand même venu chercher de nombreuses mèches. Donc le stop loss, j'ai envie de le mettre encore un petit peu au-dessus, à peu près là où je l'ai positionné. Donc là, je suis pas mal. Et mon take profit, où est-ce que je le mets ? Eh bien là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de jouer sur cette ligne-là. Donc on a les 18 300. Et malheureusement, je suis en train de voir avec vous ici que le risque-reward est inférieur à 2. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir ouvrir ce trade avec vous. Moi, je trade que des risques-reward supérieurs ou égaux à 2. Donc là, non, ça ne marche pas. Il aurait fallu rentrer dans ce trade sur ces mèches-là, vous voyez, soit celle-ci, soit celle-ci. C'est-à-dire mettre un ordre. Et si ça le touche, eh bien, le trade est déclenché. Puisque à ce moment-là, vous auriez eu un risque-reward, regardez, c'est énorme. Si vous arrivez vraiment à choper les mèches, vous pouvez vraiment faire de beaux trades. Hein. Même si vous les perdez, vous en foutez. Vous savez que là, dans le cas où il serait gagnant, vous êtes très bien. Avec des risques-reward de 3,56, vous êtes pas mal. Maintenant, il y a une autre possibilité qui peut être très intéressante. Ça serait de se dire que voilà, les trades, on les lance que quand ils sont hyper pertinents. Sinon, on les lance pas. Vraiment, on réfléchit. On peut attendre des semaines avant qu'un trade soit lancé. Je veux dire, on est patient. C'est un peu ça qui va faire qu'en fait, vous êtes plutôt gagnant sur l'ensemble de vos trades. C'est la patience qui paye en général. Eh bien, cette patience, elle pourrait être traduite par ça. C'est-à-dire l'attente d'un cours qui monte soit sur les 25 000 $, qui est de cet ancien sommet, on l'a vu, c'est un niveau très pertinent sur les poches de liquidité qu'on n'a plus d'ailleurs à l'écran maintenant. Je vais essayer d'actualiser, voir si ça marche, mais voilà, c'est le niveau où tout le monde a mis son stop, etc. Donc ça peut être intéressant d'ouvrir un short à l'endroit où tout le monde finalement a son stop, et à ce moment-là, vous pourriez facilement être déclenché sur l'ouverture de votre trade, vous mettez votre stop un peu plus haut, et en fait c'est à ce moment-là que le cours descend, une fois qu'on aura liquidé tous les autres. Donc ça c'est vraiment très intéressant dans la partie haute de ce canal. Et pourquoi pas également ouvrir un trade ici, cette fois-ci en longue, c'est-à-dire à l'achat et pas à la vente, sur cette zone de prix. Dans ce cas, il faudrait se mettre des ordres. C'est-à-dire que si le cours redescend par ici, bim, vous ouvrez un long, et si le cours monte par ici, bim, vous ouvrez un short. Vous voyez, avec votre stop loss un peu plus haut, ici, si vous êtes en short, un stop loss un peu plus bas ici si vous êtes en long, et avec les objectifs tout simplement qui se trouvent à l'opposé, pour l'un et pour l'autre. Voilà. Alors, on se met sur Bybit, on reprend finalement notre graphique, on va commencer par le short. Je le positionne comme ceci. Je mets le stop loss, du coup on va dire, on a vu que c'était 25 200, la zone sensible, donc on va se mettre un peu au-dessus des 26 000. Je vais choisir les 26 105, donc là sur TradingView, vous pouvez le faire comme ceci. Donc vous avez le stop loss, et donc je vais mettre 26 105. Voilà, le TP, eh bien ça je le mets pas pour l'instant, et le point d'entrée, donc on a dit vraiment sur ce niveau-là, un petit peu plus bas, allez on va dire 25 098, pour être en dessous du chiffre psychologique des 25 100, donc 25 098. Voilà, donc là j'ai mon trade, vous voyez il est très propre, hein, et le take profit, on verra. En fait, l'idée c'est en dessous de cette ligne médiane de commencer vraiment à prendre des profits, parce qu'on est déjà sur un risque-reward de 5. Ça ferait vraiment un très joli trade, hein, celui-là, s'il devait être gagnant. Donc comment je fais ça ? Moi j'ai un petit outil que j'ai créé en parallèle qui va me permettre de savoir comment est-ce que je vais rentrer ce trade sur Bybit. Vous voyez ? Donc je positionne mon point d'entrée ici, donc c'est les 25 098 nous avons dit, le stop loss on a dit les 26 105, et le take profit, bon ça peut être les 18 300, ça c'est dans le meilleur des cas, ça nous ferait un risque reward énorme,
Mais voilà, on va pas parler, ça nous fait un risque reward de 6,7 parce que vous avez sur 10 dollars, j'ai mis 10 dollars au niveau de la perte acceptée. C'est vraiment ce que je perds à chaque fois que je perds un trade, c'est 10 dollars. Mais les gains des fois peuvent être beaucoup plus importants. C'est le principe du genre de trade que l'on fait, notamment avec un bon risque management, vous voyez. Donc ici, on est sur un levier 10, mais on pourrait mettre 5. Et vu qu'on va mettre 2 trades, en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sur Bybit, moi j'ai déposé que 100 dollars. J'en ai déjà perdu un de trade, donc il me reste que 90 dollars. Ça veut dire que grosso modo, l'argent réel en USDT dépensé, que je vais les bloquer pour pouvoir ouvrir ces ordres de vente et ces ordres d'achat pour faire les longues et les shorts. Ce qui veut dire que la somme des 2 trades que je vais faire, il ne faut pas que là ça soit supérieur à 89. Donc si je mets un levier 10, ça passe. Parce que je suis à 25, donc 25 x 2, ça fera à peu près du 50 dollars dépensés pour 89. Alors que si je me mets sur un levier 5, je vois directement que les 2 trades, je ne vais pas pouvoir mettre les ordres pour les 2 trades. Donc je vais rester sur mon levier 10. Vous voyez ? C'est comme ça que je détermine mon levier. Je sais de toute façon, quoi qu'il arrive, que si mon stop loss est touché, je perds 10 dollars. Et pour ça, eh bien, il faut que je rentre en position avec un levier 10 sur une position de 250 dollars. Du coup, de Bitcoin vendus. Il faut savoir que ces 250 dollars ne bougent pas en fait. Si je mets un levier 5, c'est toujours 250 dollars. C'est logique en fait, parce que c'est l'argent qu'il faut mettre pour pouvoir perdre 10 dollars si jamais on vient toucher le stop loss, etc., etc. C'est simplement l'argent que vous allez devoir mettre en jeu qui va être différent, parce qu'ils vous prêtent de l'argent. Donc si vous mettez un levier 10, vous allez mettre 25 dollars, ils vont vous prêter 25 dollars x 9 en fait, tout simplement. Bon, je pense que vous avez compris. Mon stop loss est 26 105 et mon take profit 18 300. Je retourne sur Bybit, je mets le stop loss 26 105, le take profit ici 18 300. Mon prix d'entrée, donc c'est 25 098, c'est une erreur. Voilà, donc là, il faut rentrer 249, c'est ce qu'on vient de voir. C'est la valeur du USDT, donc de Bitcoin qu'il va falloir vendre au moment du trade. Et là, donc j'ai positionné mon ordre limite avec toutes mes valeurs. Je fais vendre, donc là j'ouvre un short. Dans le cas où le Bitcoin viendrait chercher mes 25 098, on aurait notre stop loss, notre take profit. Vous voyez, il y a tout l'ordre qui est inscrit ici. Et si jamais on vient l'exécuter, hop, il se retrouvera ici dans position, dans cet onglet-là sur Bybit. Et vous pourrez ensuite le suivre en direct, modifier votre take profit, revendre au prix du marché instantanément, etc. Une fois que l'ordre est ouvert, vous avez plusieurs décisions à prendre pendant le trade. Ou alors vous le laissez couler, laissez faire jusqu'à ce que soit ça touche le stop loss, soit ça touche le take profit. Voilà, vous avez compris, j'ai dézoomé ici sur le graphique en daily, on observe que mon trade il est bien sur les 25 098 avec cette ligne pointillée qui est inscrite et représentée ici par Bybit. Si jamais on vient le chercher, on verra la ligne du stop loss, la ligne du take profit, vous allez directement voir tout ce qui se passe sur le graphique de Bybit. Voilà, donc vous avez compris le principe, on peut faire exactement la même chose en ouvrant un long. Donc il y a un des 2 trades que l'on a fait qui va se déclencher. Donc je l'ai fait pour le long cette fois-ci, j'ai mis ma moyenne d'entrée donc à 18 454, le stop loss 17 938, le take profit à 25 000. Donc c'est un trade qui est représenté de, hop, je suis plus dessus, de cette façon-là. Voilà, bon après le take profit c'est comme pour le short, le take profit on l'ajustera avec le temps si le trade se déclenche. Ce qui est important c'est le stop loss pour savoir exactement combien vous allez perdre s'il est déclenché. Et il faut surtout bien sur Bybit mettre ton stop loss dès le début. Le take profit à la limite vous pouvez ne pas le mettre, mais le stop loss est très important parce que des fois les bougies elles sont très violentes et en fait votre trade peut être ouvert et finalement terminé en l'espace de quelques minutes. Et c'est important que vous l'ayez prévu à l'avance pour être sûr que vous perdiez que 10 dollars si ce genre de scénario se produit. Si la bougie est très violente, que vous perdiez pas plus que 10 dollars, il faut absolument mettre le stop loss. Donc là, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ouvre un long. Et il faut pas que je me trompe. Si là, je clique sur vendre et que je me trompe, ça va déclencher directement, je crois, le short. Donc attention à vous, il faut bien cliquer sur le bon truc. Et on voit que ça y est, il y a mes 2 trades avec mes 2 positions qui sont faites. Vous pouvez vous essayer à ça avec des petites sommes, bien sûr, pour vous entraîner, pour vous amuser, mais ne pas le faire avec de grosses sommes dès le début parce qu'il faut bien prendre en main la plateforme et son fonctionnement. Vous pouvez aussi aller dans la description de mes émissions, de toutes les vidéos, cliquant sur le plus ici ou bien sur le titre, n'importe. Et vous allez arriver ici dans la description. Vous avez le site de CryptOrganize ici. Vous allez pouvoir effectuer une donation si vous souhaitez obtenir ce petit outil qui va tout calculer pour vous automatiquement. Vous pouvez également le recréer chez vous, c'est pas forcément compliqué. Mais bon, au moins là, vous avez quelque chose de clé en main, vous êtes prêt pour le trading. Derrière, il faudra peut-être vous faire une sorte de tableau récap de tous les trades que vous faites, etc., etc. Voilà, ça demande une certaine rigueur tout de même d'aller trader, même si vous le faites avec des petits montants pour vous amuser. Je pense qu'il est très important quand même de le faire correctement pour se structurer. Voilà, si vraiment on a envie de s'initier à ça, c'est dommage de le faire à l'arrache, je pense. Voilà, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour l'émission consacrée aux altcoins.
Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, ciao tout le monde.